Salut à tous, c'est Ibo pour htc.com. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de test du HTC One S. C'est parti. Alors le HTC One S, qu'est-ce que c'est? C'est un smartphone Android qui tourne sur la dernière version de l'OS de Google, c'est-à-dire Android 4.0, alias Ice Cream Sandwich. Et en fait, on a un très bel objet ici. On a un smartphone avec écran d'une diagonale de 4,3 pouces, c'est-à-dire à peu près 11 cm. On a un design très fin, c'est à ce jour le HTC le plus fin, avec seulement 7,8 mm d'épaisseur, ici dans sa partie la plus fine, comptez jusqu'à 8,2 ou 8,3 sur les côtés, enfin sur les parties supérieures et inférieures. Voilà, on a un téléphone en aluminium, unibody. C'est un aluminium traité spécifiquement par HTC dans cette version noire. Il existe également une version grise que vous verrez en photo dans le test, dans l'article plutôt. Donc c'est de l'aluminium qui a été traité de manière à obtenir des propriétés proches du céramique, c'est-à-dire un toucher très doux, une excellente résistance. Voilà, on a un smartphone vraiment solide. C'est pas du Samsung quoi. Et voilà, on a un très beau téléphone. Alors pour les dimensions, on a donc une diagonale d'à peu près 11 cm pour l'écran, 4,3 pouces donc. On a une hauteur qui atteint les 13,1 cm. Une largeur de 6,5 cm et comme je vous ai dit une épaisseur de 7,8 pour la partie la plus fine qui va jusqu'à 8,2, 8,3 pour les parties les plus épaisses. Donc on va vite faire un tour du propriétaire. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce smartphone? On a tout d'abord bien sûr, on va commencer par le haut, on a la grille du haut-parleur comme on trouve ici et sur la gauche de la grille ici se cache une diode de notification qui va vous alerter en cas de message reçu ou appel manqué, etc., de mail. C'est vraiment pas mal. Ici, on a une caméra frontale qualité de résolution VGA qui prend des photos, ma foi, correctes, sans plus. Et c'est amplement suffisant pour le chat vidéo, c'est pas mal du tout. Juste en dessous, je sais pas si ça se voit avec les reflets, là, ça devrait peut-être se voir. Voilà, vous voyez un petit point un peu plus clair que la vitre. C'est tout simplement les capteurs de luminosité et juste à côté, on a le capteur de proximité. Donc le capteur de luminosité qui sert à adapter l'éclairage de l'écran en fonction de la luminosité ambiante, et le capteur de proximité qui sert à éteindre l'écran du téléphone quand on est au téléphone et qu'on porte quand on porte le smartphone à l'oreille, pour pas appuyer malencontreusement sur les touches. Bref, donc elles sont très bien intégrées, elles sont quasiment invisibles, c'est pas mal du tout. Au-dessus, on retrouve donc ici une prise jack 3,5 mm. Ici, un second micro, c'est pas le micro principal, c'est un deuxième micro qui servira à réduire les bruits ambiants et également à capturer des vidéos, le son des vidéos en stéréo. Et ici, on a le bouton Power On/Off qui sert donc à éteindre, allumer et également à éteindre et allumer l'écran. En dessous, on a juste un seul micro, c'est tout. Sous l'écran, on retrouve trois boutons tactiles. Voilà, trois touches physiques, c'est plutôt du tactile donc. On a la touche retour, la touche accueil qui va nous servir donc à revenir à l'accueil principal, et le bouton, la touche multitâche qui va nous permettre d'afficher une fenêtre où seront listées les dernières applications ouvertes. Donc il sera aisément possible de switcher entre toutes ces applications qui sont ouvertes, c'est vraiment un régal. On va passer aux tranches. Alors sur la tranche gauche, on n'a rien du tout si ce n'est un port micro USB qui va nous servir à recharger le téléphone et également à le connecter à un PC. Alors voilà, vous voyez ici en fait la forme incurvée. Sur le One X, ça c'est l'écran qui déborde en fait sur la tranche, mais là ce n'est pas l'écran qui déborde sur la tranche. Regardez, je vais vous montrer la tranche droite aussi au passage. On a juste les boutons de volume, plus et moins. Alors voilà comment ça marche très concrètement. Voilà. Vous avez ici le joint qui permet de tenir, voilà, là on va bien le voir. Voilà. On a le joint qui permet de tenir l'écran à la coque, et en fait c'est juste un élargissement du joint, donc c'est du plastique soft touch, très agréable au toucher. Un peu fragile par contre, il faut faire attention, c'est le seul défaut que je reprocherais
à cette petite jonction ici. Donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. On va passer de suite sur la face arrière, qui est propice aux traces de doigts, mais qui heureusement s'efface très facilement. Alors derrière, on a un très bel APN 8 mégapixels, épaulé par un simple flash LED. Alors il faut savoir que cette partie, c'est une partie qui se déboîte. Voilà, il suffit... Voilà, ici vous avez une petite fente, il suffit de mettre l'ongle à l'intérieur, de tirer. Ça s'enlève, ça fait un peu peur. Ça a l'air un peu fragile, donc carton jaune à HTC, c'est pas très bon ça. Ici on a l'emplacement micro SIM, et comme vous pouvez le constater, pas d'emplacement micro SD malheureusement, pas de port micro SD. Il faudra se contenter des 16 gigaoctets de mémoire interne que nous fournit HTC. Donc voilà ce petit cache en plastique qui permet d'accéder à la trappe micro SIM. Il ne sert qu'à ça malheureusement, pas de possibilité d'enlever la batterie ni de rajouter, d'étendre la mémoire via carte micro SD. Donc voilà, une fois que c'est fait, une fois que c'est remis à sa place, voilà, ça bouge pas, c'est pas mal du tout. En dessous, donc on retrouve le petit logo HTC gravé à même l'aluminium. C'est très beau, c'est très bien fait. Un peu plus bas, on a le logo Beats Audio, et bien sûr, en dessous, on a le haut-parleur externe. Excusez-moi. Le haut-parleur externe, sur le One X, il nous avait un peu déçu. Le son n'était pas très fort, quoique de très bonne qualité. Sur le One S, donc sur ce téléphone, c'est autre chose. C'est vraiment, le son du haut-parleur arrière est vraiment très puissant et très clair. Vous verrez ça dans la partie audio. Donc voilà, on a fini le tour du matériel. Je vous parle un peu des caractéristiques. On retrouve sur ce smartphone un écran donc 4,3 pouces de type AMOLED, Super AMOLED. Je reviendrai un tout petit peu plus tard pour vous en parler. L'écran donc est assez grand et vraiment pas mal du tout. C'est vraiment très agréable, d'autant plus qu'il est utilisable à une seule main. Il a une résolution de 960 par 540 pixels. C'est vraiment pas mal du tout. On aurait préféré bien sûr un écran HD, mais on va pas dire qu'on va s'en contenter, mais c'est assez honnête tout de même, donc on va pas s'en plaindre. Donc ensuite, je disais, on a fini avec l'écran. Je vais vous parler du processeur. C'est un processeur double cœur de Qualcomm, de catégorie Snapdragon S4, cadencé à une fréquence maximale de 1,5 GHz. Alors, tout le monde peut se dire pourquoi seulement un double cœur en 2012. Eh bien, je vous rassure de suite. Comparé à son grand frère le One X qui a un quad-core, le One S qui a un simple, entre guillemets bien sûr, double cœur, s'en sort plutôt bien, voire même mieux dans certains domaines que son grand frère le One X, notamment au niveau de la navigation internet et de la fluidité, enfin de la vitesse d'exécution générale, on va dire. Et surtout, pas de surchauffe et une excellente autonomie comparée à son grand frère. Pas de surchauffe tout simplement parce que le processeur est gravé en 28 nanomètres comparé aux 40 nanomètres du Tegra 3 qui équipe le One X. Donc la différence est là, le téléphone chauffe très rarement, vous dépasserez rarement les 30-35 degrés. Et c'est vraiment, il faudra vraiment pousser le smartphone à fond pour arriver à ce niveau-là. Sinon, en utilisation normale, ça se situera entre 23 et 28 degrés grand max. Mais c'est vraiment un smartphone qui ne chauffe pas et qui dit pas de surchauffe, pas de dissipation de chaleur, dit pas de perte d'énergie. Enfin, moins de perte d'énergie, bien sûr. Et c'est ce qui permet également de sauvegarder la batterie. Donc, on a un excellent processeur qui est épaulé. Voilà, vous voyez la diode de notification en action ici. Elle est cachée dans la grille du haut-parleur. Elle s'illumine en vert, un clignotant vert lors de notification. Elle clignote en orange lorsque la batterie atteint un seuil critique. Et lorsque vous branchez le smartphone en charge, elle s'illumine de manière fixe en orange et devient verte une fois que le smartphone est chargé complètement. Donc voilà, fin de ce petit aparté sur la diode. Donc le processeur est épaulé par un 1 Go de RAM, ce qui est ma foi fort plaisant. C'est pas mal du tout, on peut ouvrir beaucoup d'applications en même temps sans se retrouver limité par la mémoire RAM. Et bien sûr le processeur d'excellente qualité qui fait tout tourner parfaitement derrière. C'est pas mal du tout. Donc voilà, je vous ai parlé des caractéristiques, excusez-moi. J'en reviens à la batterie vite fait. C'est une batterie donc non amovible malheureusement. Certains s'en plaindront. C'est une batterie non amovible de 1650 mAh, soit un peu mieux que le Sensation d'origine, mais un peu moins que le Sensation XE. Et pourtant, ce smartphone a une meilleure autonomie que ces deux smartphones, que ces deux Sensations que j'ai citées. Et c'est vraiment un de ces grandes qualités, cette autonomie, qui vraiment en utilisation normale, la journée c'est sûr et certain,
voire même 2 jours, et vous pouvez facilement atteindre 2 jours et demi en utilisation modérée, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc l'appareil photo 8 mégapixels, excusez-moi, je passe un peu du coq à l'âne. Appareil photo 8 mégapixels qui prend d'excellentes photos, le flash LED qui est très puissant et qui, vu qu'il est seul, qu'il n'y a pas de deuxième flash LED, il ne brûle pas les sujets lorsqu'on prend une photo avec flash à bout portant, c'est vraiment pas mal. C'est mieux que sur le Sensation et sur les précédents HTC où il y avait 2 diodes, ce qui faisait que malheureusement les sujets étaient brûlés lorsqu'on prenait une photo avec le flash d'un peu trop près. Donc voilà, on a fait le tour du matériel, on va de suite s'attaquer à la partie logiciel. C'est parti. Alors pour la partie logicielle, on a donc Android 4.0 avec la surcouche HTC Sense dans sa version numéro 4, qui est vraiment très plaisante à utiliser. C'est la surcouche, personnellement bien sûr, je pense que c'est la surcouche Android à ce jour la plus aboutie, et qui vraiment sublime vraiment Android, c'est pas mal du tout. Donc de suite on va commencer par ce qu'on appelle le lock screen, c'est-à-dire l'écran de verrouillage. On déverrouille son téléphone en appuyant sur ce bouton là, voilà, on allume l'écran. Et là, pour déverrouiller, 2 options s'offrent à nous. Soit je fais glisser l'anneau directement dans une zone vide, ici, pour arriver à l'écran d'accueil. Soit je fais glisser un des 4 raccourcis que vous voyez ici, raccourcis d'application, pour directement accéder à une application. Si je veux vite accéder à l'appareil photo, je fais glisser l'appareil photo dans l'anneau et c'est terminé. Mais également, j'ai d'autres possibilités. Par exemple, là, c'est une fonctionnalité proposée par Sense 4. Enfin, depuis Sense 3.5, c'est présent. En fait, voilà, là j'ai une notification, j'ai un SMS, voilà. Vous voyez le SMS de notre ami Nito. Salut mec, ça va bien? Dis-moi, t'as acheté le hub ou quoi? Malheureusement, non, j'ai pas les fonds nécessaires. Bruno, on demande 3 millions d'euros. C'est un peu beaucoup. Donc là, j'ai 2 solutions. Soit je fais glisser la barre de notification pour accéder aux messages et à mes différentes notifications. Que je peux également faire supprimer, par exemple, une notification en la faisant glisser tout simplement de la droite vers la gauche. Soit je peux carrément, voilà, j'ai pas envie de faire dérouler la barre, pas de perdre de temps, voilà, je prends la notification qui apparaît là et je la fais glisser dans l'anneau, et là, hop, j'arrive dans le message. Donc c'est vraiment pas mal du tout, on a énormément de possibilités. Et comme je vous ai dit, on peut donc aussi faire dérouler sa barre de notification pour accéder par exemple aux différents mails et autres. Alors sachez que ce lock screen est entièrement personnalisable, vous pouvez modifier les raccourcis qui s'y trouvent, tout simplement comment? En modifiant les raccourcis qu'il y a ici. Donc cette barre de lancement rapide qui nous permet d'avoir 4 raccourcis d'application est personnalisable. Il suffira de maintenir une pression sur une application. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il suffira de maintenir la pression sur une application pour pouvoir la déplacer ensuite et éventuellement la remplacer par une autre. Donc là voilà, j'ai mis Gmail à la place des messages et vous allez voir sur mon lock screen, il se passe la même chose. J'ai Gmail en raccourci. Donc voilà comment modifier ces raccourcis. Et on peut également afficher d'autres types de lock screen, c'est-à-dire afficher la météo, etc., etc. Et je vais y arriver maintenant de suite. Alors, une fois qu'on a déverrouillé l'écran, on se retrouve avec un accueil. Un accueil composé de 7 bureaux, donc, entièrement paramétrable, personnalisable, voilà. On navigue de la gauche vers la droite, comme ça, et on peut y ajouter donc des widgets, modifier le fond d'écran, etc., etc. Comment? Je vais y arriver de suite. Alors, on a 2 manières de personnaliser son écran d'accueil. Tout simplement, d'abord, en y ajoutant des widgets. Les widgets, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc ces icônes, en quelque sorte, interactifs, qui permettent d'activer, de désactiver des fonctions, tout simplement sans aller dans l'application en question. Par exemple, regardez, là je fais un pinch to zoom vers l'arrière pour dézoomer et afficher mes panneaux d'accueil, que je peux donc personnaliser par la même occasion. Voilà. Une pression longue sur un panneau me permet de le déplacer, d'échanger sa place, ou également de le supprimer. Je ne suis pas obligé d'afficher mes 7 bureaux, je peux en afficher de 1 jusqu'à 7, c'est vraiment au choix. Et donc, voilà, je peux zoomer sur le panneau de mon choix, ou tout simplement cliquer dessus pour y accéder. Donc voilà, là j'ai le widget calculatrice, j'ai pas besoin d'aller dans ma liste d'applications pour pouvoir ensuite lancer l'application calculatrice et faire mon calcul. Là, si je veux faire 0 fois 0 est égal à 0, voilà. Voilà, c'est vraiment pratique. Il y a plusieurs types de calculatrices. On n'est pas obligé de choisir celle-là, la transparente. Il y a une rouge, une grise, une noire. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a des centaines et des dizaines et des dizaines de widgets. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà, vous avez vu un petit bug. Ça arrive très très rarement. Heureusement, c'est une des forces de ce One S. Il est très performant et même s'il y a bien sûr quelques petits ralentissements, ils interviennent très rarement. C'est pour vous dire
est vraiment exceptionnel ce téléphone. Donc voilà, j'en ai donc les widgets. Voilà, là j'ai par exemple un widget musique. Voilà. Donc là on a le widget musique qui permet de lancer la lecture. Également ici de petites icônes pour lancer la lecture. Comment ça s'appelle? Je me suis embrouillé. La lecture en boucle. Voilà. Et ici la lecture aléatoire. Et là le petit icône shuffle. Sound. Vous allez voir à quoi ça sert, je reviendrai plus tard lorsque je parlerai de l'application musique. Donc voilà, des widgets vraiment intéressants. Donc ici on a l'activation, la désactivation du Wi-Fi, Bluetooth, GPS, synchronisation auto et même la gestion de la luminosité de l'écran. C'est pas mal du tout. Donc voilà, comment ajouter un widget à son écran d'accueil? Alors, il faut sélectionner une zone vide de son écran et maintenir la pression jusqu'à ce que ça vibre et on arrive ici. En haut, on a un aperçu de ses bureaux. S'il y en a 7, il y en aura 7. S'il y en a 5, il y en aura 5. Normal, logique. Et ici, voilà, vous avez un écran avec tous les widgets qui sont affichés. Et on n'est pas obligé d'ajouter seulement des widgets. Ici, vous avez un petit onglet raccourci d'application. Et ici, un petit onglet raccourci tout court. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal. On peut faire pas mal de choses. Par exemple, là, voilà, j'ai ma liste d'applications. Et si je veux ajouter un raccourci, il suffit de cliquer dessus. Regardez, résultat foot, voilà. Et ça fait directement ici. Même topo pour les widgets. Voilà, je sélectionne widget. Si je veux par exemple, voilà, je choisis cet écran là. Vous voyez qu'il est souligné et qu'il est entouré en vert, donc j'ai choisi cet écran là. Et si je veux ajouter par exemple un widget calculatrice, encore un, je vais choisir le rouge, voilà, c'est fait. Donc là j'ai mon deuxième widget calculatrice. Si je veux supprimer le panneau, hop, je fais supprimer. Si je veux ajouter un nouveau, hop, j'ajoute un nouveau. C'est pas mal du tout. On a des tas de widgets, donc on va voir combien on en a en tout. Voilà, on a 27 pages de widgets, à raison de 4 widgets par page, ça fait un peu plus de 100. Voilà, j'ai encore fait la même erreur. Voilà, ça fait un peu plus de 100 widgets, dont quasiment tous sont déjà préinstallés par HTC. C'est pas mal du tout. Donc on a des tas de widgets, ici le widget message par exemple. Voilà, j'ai ma liste de messages. Je peux défiler, voilà. C'est pas mal du tout, c'est pour afficher les derniers messages reçus sans avoir à passer directement par l'application. Il y en a des tas d'autres, c'est vraiment pas mal du tout. Donc le widget musique, le widget HTC Watch. HTC Watch c'est le service de vidéo à la demande de HTC. Voilà. Ici on retrouve les vidéos qu'on a téléchargées. Ici les vidéos recommandées, bon là ça met un peu de temps à charger. Donc vraiment pas mal les widgets. Ensuite, deuxième possibilité de personnalisation, les dossiers. Alors pour ceux qui connaissent iPhone, ça marche exactement pareil. Donc il suffit de prendre une application, de la faire glisser dans une autre et on crée un dossier. Mais l'avantage, voilà, le plus ergonomique que l'on retrouve chez HTC, c'est tout simplement, voilà, une fois qu'on ouvre le dossier, on a la possibilité donc de modifier le nom, normal. Je vais l'appeler jeu, même s'il n'y a pas vraiment de jeu dedans. Et je ne suis pas obligé de prendre une application et de forcément la faire glisser dans le dossier pour l'ajouter. Donc si je veux pas perdre de temps à ajouter les applications une par une, il me suffit de cliquer sur le petit plus ajouter et là voilà, j'ai une liste de toutes mes applications qui ne seront donc pas dans le dossier. Celles qui sont déjà dans le dossier ne sont pas affichées, logique. Et là si je veux ajouter des applications, il suffit que je coche. Et je peux en cocher autant que je veux, jusqu'à 16 maximum, 16 par dossier. Et là voilà, j'en ai coché 11 et je vais ajouter 11 applications sans me fatiguer directement dans mon dossier. Si je veux supprimer un dossier, je peux le jeter à la corbeille. Et si je veux, je peux même carrément mettre un dossier ici dans la barre de lancement rapide. Vous allez voir, dès que je déverrouille l'écran, en faisant glisser, voilà, je fais glisser par exemple le dossier jeu directement dans l'anneau, et là il s'ouvre instantanément. Voilà. Donc je vais supprimer ce dossier. Et je vais donc passer maintenant au niveau supérieur de la personnalisation. Alors, deux manières d'accéder à la personnalisation, soit via les paramètres, auxquels on accède en faisant dérouler la barre de notification et en cliquant ici sur l'icône paramètres. Ensuite, on aura l'option de personnalisation, soit de prendre l'icône de l'application personnalisation et la mettre en raccourci sur son bureau. Moi, par exemple, je l'ai mis dans un dossier. Voilà. On clique dessus et là, on atterrit sur l'application de gestion de la personnalisation, tout simplement. On peut modifier les thèmes, les skins, les fonds d'écran, etc., etc. On va commencer de suite par les skins. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des jeux de couleurs qui vont vous permettre de modifier toute l'interface. Par exemple, là, j'ai le thème classique HTC.
si je veux modifier en mettant par exemple ce thème là, voilà, ce thème mat par exemple, où il y a, voyez-vous, là vous voyez qu'il y a tout qui est modifié d'un thème à l'autre, voilà. Même l'anneau de déverrouillage, la gueule de l'anneau de déverrouillage change, les couleurs changent, vous allez voir de suite de toute façon. Voilà, donc là il y a un petit temps de chargement. Excusez-moi. Là il y a un petit temps de chargement. Et j'ai donc mon écran d'accueil. Et voilà, même le widget horloge a été modifié et est devenu noir mat. Voilà. Le fond des messages a lui aussi été modifié. Donc voilà, là vous voyez que voilà, la barre de progression qui était verte précédemment est devenue bleue. Même topo pour l'icône ici. Voilà, et voilà, les skins changent vraiment tout. Et c'est vraiment sympa, on peut vraiment personnaliser son téléphone comme l'on souhaite, comme on le souhaite. Donc on va appuyer sur le bouton multitâche et vous allez voir ce que ça fait. Voilà, ça m'ouvre un aperçu des dernières applications que j'ai ouvertes et dans l'état dans lequel je les ai laissées. Voilà, donc là je retourne sur personnaliser. Je vais encore une fois vous montrer comment personnaliser son téléphone. Alors on a les thèmes, on a les thèmes qui sont vraiment juste des agencements de widgets. C'est inutile, c'est juste pour si vous savez pas quel widget mettre sur votre écran, voilà, ça le met tout seul. C'est des agencements de widgets préconçus. Je trouve que c'est inutile. Ici on a la possibilité de modifier les fonds d'écran, donc prendre un fond d'écran qui est proposé nativement par HTC, un fond d'écran animé ou directement depuis la galerie. Là on a les écrans de verrouillage, les lock screen, donc on a plusieurs choix. On a 8 types de lock screen, on a le lock screen actuel, c'est-à-dire juste le fond d'écran affiché. Alors on peut paramétrer, voilà, vous allez voir, utiliser le fond d'écran qui est déjà dans l'accueil ou en choisir un autre. Ici on a le fond d'écran, l'écran de verrouillage nommé productivité, qui permet en fait d'afficher toutes les dernières notifications que l'on a reçues, c'est-à-dire mail, appel manqué, alerte de l'agenda, en cas de rendez-vous, etc., etc. C'est pas mal du tout, et on peut bien sûr paramétrer quel compte email, quels appels, voilà. On peut même afficher, choisir d'afficher les appels par exemple de certains contacts et pas de tous. C'est pas mal du tout. Ensuite on a le lock screen album photo qui est juste en fait un petit diaporama, on va dire. Il y a des photos, on sélectionne l'album à afficher et là on a les photos de cet album qui défilent tout simplement. Ensuite on a le lock screen flux d'amis, c'est juste en fait, par rapport à vos réseaux sociaux, le téléphone va récupérer les statuts des réseaux sociaux de vos amis et vous les affichez tout simplement, voilà, en défilement pour les faire défiler. Et si on veut accéder rapidement à un statut Facebook ou Twitter par exemple d'un ami, il suffirait de prendre, voilà, c'est un exemple. Si je veux vite accéder, par exemple à ce statut, il me suffira de le prendre et de le faire glisser à l'intérieur de l'anneau. Donc là c'est un aperçu. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, regardez. Je vais en profiter pour vous montrer comment ça marche avec avec l'album photo. Voilà, on a les photos qui défilent comme ça. Voilà, au niveau de la productivité, voilà comment ça s'affiche. Ensuite, on prend une notification et on la fait glisser dans l'anneau une fois de plus. Alors, ça, c'est le lock screen météo qui affichera la météo donc en temps réel sur votre écran de verrouillage. Enfin, un des meilleurs widgets, c'est le widget contact. On choisit les contacts à afficher, par exemple, si on a un groupe de contacts, si on veut afficher ses contacts favoris, il y en a 8 par exemple, vous les aurez sur votre écran et il suffira de prendre la photo de votre contact et le faire glisser dans l'anneau pour vite accéder à sa fiche contact. Excusez-moi. Enfin, on a le lock screen horloge. On peut bien sûr choisir l'horloge à appliquer. Voilà. On a en tout 12 horloges à sélectionner. Et enfin, on a le widget, l'écran de verrouillage de la bourse, qui est joli pour ceux qui ont des placements, etc., etc. Donc, ce sera pas mal pour vous. Donc, voilà comment personnaliser son écran de verrouillage. On peut aussi également choisir d'afficher ou non les raccourcis sur l'écran de verrouillage, les raccourcis que l'on a vu tout à l'heure. Et enfin, on peut accéder à l'organisation des applis des widgets, voilà, à ce menu-là, auquel on accède également par un appui long sur une zone vide. Voilà. Donc on va retourner sur la sélection du skin et je vais remettre mon skin préféré, c'est-à-dire le classique HTC. Et on en a à peu près fini pour l'accueil et la personnalisation.
Juste pour vous dire, voilà, donc je vous ai dit qu'il y avait 7 bureaux configurables. C'est un peu comme un PC en fait, on a 7 bureaux sur lesquels on place des raccourcis. Et pour accéder à sa liste d'applications, il suffira de cliquer sur ce bouton là. Voilà, on a la liste complète de toutes les applications. Et on peut ici sélectionner, en fait on a 3 onglets qui nous permettent de choisir entre l'affichage de toutes les applications, l'affichage des applications fréquemment utilisées ou l'affichage des applications téléchargées sur le market. Voilà. Donc là j'ai la liste des applications que j'ai téléchargées uniquement. Alors en haut on a un bouton recherche, si on a beaucoup d'applications qu'on veut vite rechercher, par exemple l'application musique. Alors hop, j'ai tapé musique et je tombe sur l'application musique. On a également un accès rapide au Play Store. Le Play Store, qu'est-ce que c'est? C'est le market Android pour télécharger des applications dont la plupart sont gratuites. Et enfin, on a un bouton menu qui va nous permettre donc de trier les applications par ordre alphabétique ou par date de téléchargement, de partager les liens vers les applications. Par exemple, si je fais partager et que je choisis l'application Canal+, si je le partage par SMS, ça va envoyer le lien vers le market au contact de mon choix. Enfin, gérer les applications qui vont vous permettre de gérer donc les applications, ça porte très bien son nom. Et enfin, modifier les onglets, c'est quoi? C'est les onglets que l'on retrouve en bas. On va cliquer, je vais vous montrer de suite. Voilà, on peut, d'une pression longue, modifier l'emplacement des onglets que l'on retrouve ici, ou même carrément les supprimer. Si on ne veut pas afficher par exemple des applications fréquemment utilisées, on n'est pas obligé. Donc, dès que vous verrez un menu avec ces onglets-là sur une application HTC, sachez qu'une pression longue sur un des icônes vous permettra de l'agencer à votre guise. Voilà, on en a fini avec l'accueil. On va de suite passer aux applications HTC qui sont les plus intéressantes. Et je vais commencer par ma préférée, c'est l'application horloge. Voilà, une magnifique application horloge. Alors vous avez déjà plusieurs heures. Voilà, en fait c'est l'horloge mondiale qui vous permet d'afficher les heures des différents pays du monde. Bien sûr, c'est paramétrable. Vous pouvez ici modifier par exemple leur ordre ou carrément supprimer si vous voulez pas afficher l'heure de ces villes-là. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit plus sympa là, c'est voilà. On a en fait la planète Terre qu'on peut faire défiler comme ça pour trouver l'emplacement de la ville que l'on a sélectionnée. Par exemple là, Tokyo, hop, je vois que c'est là. C'est pas mal du tout. Et là, si je clique sur Barcelone, il va se placer sur Barcelone, ici sur Rome, ici sur New York. Et bien sûr, il m'affiche également la météo actuelle de la ville que j'ai sélectionné en plus de l'heure ici. Voilà, quand vous voyez que c'est en noir, ça veut dire qu'il fait nuit. Quand vous voyez que c'est en blanc, ça veut dire qu'il fait jour, logique. Donc ça c'est pas mal pour ceux qui, par exemple, voyagent beaucoup et qui veulent connaître les fuseaux horaires, etc., etc., les décalages horaires. C'est vraiment pas mal du tout, voilà. On a la possibilité, bien sûr, on appelle petite animation de rotation, on a la possibilité de passer en mode paysage. Voilà. Donc l'application horloge, qui vous permet de configurer vos alarmes. Voilà, une fois de plus ici on a le petit menu, le petit menu classique qui vous permet de switcher entre les fonctionnalités. Donc un appui long, voilà, un appui long vous permettra de passer en mode édition et ensuite je pourrai supprimer si je veux. Donc là voilà, je peux pas supprimer l'alarme mais je peux supprimer le chronomètre si je veux. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Ça change par rapport à Android de base qui est très sobre, très fade à mon avis. Alors là c'est un peu plus convivial, un peu plus beau, plus joli, plus plaisant à utiliser tout simplement. Alors c'est vraiment pas grand chose mais c'est vraiment plaisant à utiliser. Donc on retourne vers l'alarme. Ici on peut configurer ses alarmes. On a le chronomètre. Enfin on a le compte à rebours tout simplement. Voilà pour l'application horloge. On va maintenant passer à l'application météo, qui elle aussi est vraiment pas mal du tout. Alors, deux manières d'afficher la météo sur son téléphone. Soit via le widget horloge que vous trouvez ici, qui vous affichera la météo en temps réel. Bien sûr, vous pouvez configurer l'intervalle à laquelle l'application météo va rafraîchir les données. Vous pouvez choisir entre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, une fois par jour. C'est au choix, ou vous pouvez le faire manuellement. Ou même directement, dès que le widget ou l'application est affichée, hop, elle se rafraîchit tout seul. C'est une des nombreuses possibilités donc. Soit j'y accède en cliquant sur le petit icône du soleil ici, soit depuis la liste d'applications, il me suffira d'aller par exemple sur météo ici, ou soit en installant tout simplement le widget météo que je vais vous montrer de suite. Alors voilà, chose intéressante ici, les widgets sont classés par genre. Par exemple là on a l'actualité météo, agenda, agenda Android, agenda HTC, album photo HTC, Allociné, calculatrice, etc. Donc je vais chercher météo. Et là, il m'affiche tous les widgets météo qui sont disponibles. Donc je vais choisir celui-là.
Je peux également faire un appui long pour l'envoyer vers l'écran que je souhaite. Voilà. Et là, la météo s'affiche sur mon écran. On peut également choisir d'afficher ou non, de jouer ou non des sons. Vous allez voir ça dessus. Je vais le configurer, vous allez voir. Donc voilà. Je clique donc sur l'application qui sur le widget qui au passage m'affiche les prévisions pour les 4 jours à venir. C'est vraiment pas mal. Donc je clique sur l'application. Voilà, elle s'est mise à jour. Il pleut pas du tout dehors, il fait très beau. Et là en fait, on a l'option menu qui va nous permettre de passer les paramètres. Alors là, c'est j'ajoute l'effet audio. Synchro planifié, fréquence de mise à jour, on a toutes les heures, 2 heures. Voilà. Je vais laisser sur toutes les 2 heures. Et là, on a normalement un son qui se joue. Voilà. S'il pleut, vous entendrez bien sûr la pluie. Voilà. Voilà les nuages. Et ici la magnifique animation de la pluie, regardez. Avec le petit lave-glace qui vient essuyer l'écran, c'est pas mal du tout. Donc voilà, les widgets donc, sont vraiment très pratiques, ils vous permettent d'accéder à l'information sans ouvrir l'application, c'est-à-dire moins de clics, gain de temps, c'est pas mal du tout. Alors il y a d'autres applications Sense qui sont vraiment très intéressantes, on va passer par exemple aux messages, voilà. Également pour les messages, plusieurs manières d'y accéder. Donc on a le widget, on a plusieurs widgets messages qui sont pas mal du tout, et on a bien sûr l'icône message ici. Alors comment ça marche l'application message? Alors ici on a en vert la bulle du message que j'ai reçu et on peut écrire. Donc je vais également en profiter pour vous parler du clavier. Alors le clavier qui change par rapport aux précédentes versions, aux précédents HTC, qui sont pas mal du tout. Donc là on retrouve en fait des flèches directives pour se placer dans le mot si on fait une erreur. Je vais vous montrer ça de suite. Par exemple je vais écrire salut, voilà, je me suis trompé. Et si je veux me replacer, voilà, si je veux me replacer, deux possibilités. Soit j'attrape cette petite virgule, cette petite gouttelette verte, qui permettra donc, voilà, si j'arrive à le faire, voilà, qui permettra de me déplacer dans le texte, ou sinon j'ai les boutons que je trouve ici. Voilà. Alors le clavier aussi, qui permet de choisir, de switcher entre plusieurs langues. Par exemple là j'ai choisi 4-5 langues. Voilà, vous cliquez sur FR, et on passe en mode italien, en mode turc, en mode anglais. Bien sûr tout ça est configurable via les paramètres du clavier. Et selon la langue que vous choisissez, il vous fera une prédiction dans la langue que vous souhaitez. Par exemple, si je veux écrire hello, voilà, j'ai tapé H-E-L en anglais et il me sort hello. Voilà. Et chose intéressante également, il y a le clavier trace, ce que HTC appelle clavier trace. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait, si vous connaissez l'application Swipe, qui vous permet de glisser d'une lettre à l'autre pour composer un mot. Par exemple, si je veux écrire le mot maison, il me suffira de partir de la lettre M, d'aller jusqu'à la I, de la A, pardon, ensuite I, S, O, N. Voilà, alors comment ça marche concrètement? Je vais vous faire une petite démo de suite. Voilà, je vais écrire maison, je fais M, A, I, S, O, N, et il m'a trouvé maison, tout simplement. C'est très pratique, c'est pas mal du tout. Il faut prendre le coup en fait, mais une fois qu'on l'a pris en main, ça coule de source, ça va tout seul, c'est super. Par exemple là, je vais écrire salut, ça va, je me suis manqué, voilà. Je me suis encore trompé bien sûr, et il faut que pendant le test, je me manque, voilà. Non, ça ne veut pas le faire, bon. Salut, ça va bien ou quoi? On a bien sûr accès aux caractères spéciaux via une pression longue, comme par exemple les accents, voilà. Par exemple là, j'ai tous les E avec accent, dans des caractères, ma foi, fort bizarres. Donc voilà, un clavier très pratique, qui est assez précis, qui est très ergonomique, que vraiment j'ai adoré. Que je préfère vraiment ce clavier à celui des anciennes versions de Sense, à celui des anciens HTC. Il est vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour l'application SMS, il n'y a pas grand chose à montrer. Donc je lui envoie le message et derrière je vais lui dire que je suis désolé, c'est un test pour le hub. Voilà, j'ai écrit C tout simplement. En partant de la lettre C, E, S, T. Voilà, C, E, S, T, il me trouve C. Voilà, l'accusé de réception. Et voilà. Donc vraiment pas mal du tout cette application SMS. Vraiment au top. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer?
il y a une chose aussi qu'il faudra vous montrer, donc après le clavier, c'est vraiment le navigateur. Et on va s'y attaquer de suite. Le navigateur HTC d'origine qui est d'excellente facture. Alors, premier avantage, on peut le configurer de manière à se connecter à notre compte Gmail, c'est-à-dire il pourra récupérer tous les raccourcis, tous les favoris, etc. Tous les favoris donc de Google Chrome sur PC ou sur Mac, enfin sur ordinateur. C'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, je lance le navigateur. Alors, d'habitude, je charge des pages très rapidement, mais j'ai une connexion Wi-Fi un peu... voilà, quoi. Mais sinon, il est très rapide. Alors là, je suis sur un article, par exemple, et je vais vous montrer 2-3 options qui sont vraiment intéressantes. Donc là, je suis sur un article. On voit la fluidité parfaite, alors que ça n'a même pas encore fini de charger. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Avec un redimensionnement de texte par rapport à la position de l'écran. Voilà, là vous le voyez. Si je zoome, hop, ça redimensionne le texte pour qu'il rentre dans l'écran. C'est pas mal du tout. Donc je vais vous montrer de suite les choses intéressantes sur ce navigateur. Outre le fait qu'il soit très rapide et très fluide, on a ici un petit raccourci vers le menu. Et il nous offre ici donc un panneau déroulant qui va nous permettre donc d'un simple clic d'afficher la version bureau d'un site, si on est sur une version mobile par exemple. D'activer ou de désactiver Flash Player, ça c'est pas mal du tout. Et enfin d'accéder au téléchargement qu'on a fait sur internet, aux onglets par exemple. Voilà, les onglets. J'ai qu'un seul onglet ouvert, je peux ouvrir un nouvel onglet ou un nouvel onglet en navigation privée. Mais si le coquin, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez aller sur des sites un peu olé olé. Donc voilà, et une option très intéressante, je vais de suite vous montrer au passage comment fonctionne Flash Player. Voilà, je lance Flash Player. Et ça marche parfaitement bien. Voilà, une fluidité parfaite. Même si je scrolle pendant la vidéo, voilà, la vidéo ne s'arrête pas de tourner. Hop, voilà. Et je vais même la mettre à 720p, ou à 1080p carrément, pour vous montrer les performances de ce One S. Aïe aïe aïe, j'ai fait une bêtise. Donc voilà, là bon, j'ai pas réussi à le mettre en 1080p, mais il lit parfaitement bien les 1080p, même en flash. Et on a une option super intéressante sur ce navigateur, c'est voilà, la petite option lire. Par exemple, là, je suis sur, par exemple, je vais lire le test du One X, par exemple. Hop. Bon, je vais rester sur cet article, j'ai pas que ça à faire non plus. Voilà, je veux lire seulement le texte et pas être embêté par la vidéo flash, etc., par les commentaires ou par les pubs sur les côtés et tout. Je fais lire. Et là, le navigateur va me récupérer tout simplement le texte et des images pour simplement une lecture en parfaite condition. Donc voilà, c'est une option super intéressante. On peut également enregistrer les pages, à lire plus tard. Voilà, enregistrer. Voilà. Dès qu'on clique sur l'option enregistrer, on peut les ajouter à lire plus tard. C'est pas mal du tout. Voilà, là je l'ai enregistré en liste de lecture par exemple. Je reviens en arrière en cliquant sur plein, on peut partager la page directement. Et ici on a accès donc aux favoris et autres. Donc un navigateur très complet, très rapide, très fluide, voilà, vous voyez que c'est une utilité parfaite. Je vous invite à essayer d'aller sur HTC Hub, qui est un peu lourd quand même, il faut l'avouer, sur notre site, avec un smartphone de précédente génération. Et vous verrez que la différence est flagrante, vraiment. Donc voilà, là on peut zoomer, dézoomer, on peut se déplacer pendant le zoom. Sur Android ça y était pas avant, donc c'est depuis Android 4 que on a la possibilité de faire ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, le navigateur est excellent, c'est certainement un des points forts de ce téléphone. C'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, petit bug Sense qui recharge. Bien sûr il a fallu que ça arrive pendant le test. Alors maintenant qu'on vous a parlé du navigateur, on va passer à la partie multimédia, donc qui va englober la galerie, le stockage interne aussi on va en parler, parce que ça concerne la partie multimédia, les photos, les vidéos, et également le cloud. Comment marche le cloud sur le HTC One S? Vous allez voir ça de suite, dans un petit instant, parce que j'ai plus de batterie, il faut que je change de batterie. A de suite. Donc la partie multimédia, qui va englober, donc, comme je vous ai dit, la galerie et le cloud et
Notamment, on va faire un petit point sur le stockage. On va s'attaquer de suite à la galerie photo. Comment elle marche? Elle marche comme ça tout simplement. Alors on l'ouvre. Ici on a tous les albums photos, les dossiers que l'on a téléchargés sur son... Enfin, les dossiers qui se trouvent dans la mémoire de son téléphone. Alors, un petit aparté sur la mémoire. Elle est divisée en 3 catégories. En fait, on a 16 Go qui sont divisés en 3. Alors sur les 16 Go, on a 3,9, enfin environ 3,9 dédiés au système, 2,2 dédiés à l'installation des applications, et il nous reste donc entre 9,9 et 10 Go de mémoire qui est reconnu par le système comme une carte mémoire. Donc ça marchera comme sur les anciens HTC, vous branchez votre téléphone au PC, il le reconnaît comme une carte mémoire, et vous avez donc entre 9,9 et 10 Go selon la configuration, et surtout selon l'opérateur, etc. Si l'opérateur modifie le système, il y a de fortes chances que cette valeur aussi bouge. Donc vous avez à peu près 10 Go de mémoire pour le multimédia. Donc ça peut sembler un peu juste pour certains, même si je vous rappelle que les sensations étaient livrées avec des cartes mémoire 8 Go à l'époque. Mais c'est vrai que maintenant, avec l'avènement de l'HD, les films qui sont de plus en plus lourds, qui prennent de plus en plus de place, ça peut sembler juste. Donc HTC a fait un partenariat avec Dropbox. Dropbox, qu'est-ce que c'est? C'est un service de stockage en ligne, ce qu'on appelle le cloud. Donc non, Apple n'a pas inventé le cloud, comme ils n'ont pas inventé les smartphones, comme ils n'ont rien inventé en fait. Et tout simplement, comment y accéder? Alors là, on a nos albums. Je vais aller prendre sur les photos, je vais aller par exemple vous montrer les photos prises depuis l'appareil photo. Voilà, par exemple une photo, tout simplement. Voilà comment marchent les photos sur le HTC One S. Ça marche comme ça. Donc là, on a plusieurs options. On a par exemple l'option partager la photo, la supprimer, la modifier, ou si on appuie sur plus, on peut la choisir comme fond d'écran, l'imprimer, etc. ou sélectionner de l'afficher par exemple sur un lecteur, enfin sur un écran tiers. Donc on va faire une petite modification pour vous montrer les possibilités. On a la possibilité de rogner l'image, la possibilité d'ajouter des effets, des filtres en quelque sorte. Ensuite on peut pivoter à droite ou pivoter à gauche. Alors on va aller sur les effets et vous allez voir ça de suite. On a donc ici sur la gauche plusieurs effets, plusieurs filtres graphiques. Voilà. Qui permettent en fait, un peu à la manière d'Instagram, d'ajouter donc des petits effets sympathiques sur ces photos. On peut également modifier ces effets pour choisir soi-même le contraste. Voilà. Voilà, on modifie le contraste à sa guise. On peut enregistrer ça comme un filtre également. C'est vraiment pas mal, on peut enregistrer ça donc comme un filtre préconçu donc. On appuie sur OK. Et là, on fait enregistrer la photo. Il enregistre la photo et va nous demander si je veux enregistrer le réglage prédéfini comme étant un filtre. Là, je fais non, j'ai pas envie. Et voilà, on a là la photo qui a été donc retouchée. C'est vraiment pas mal. Et on va de suite vous montrer comment marche le stockage en ligne. Alors là, en haut à gauche, voilà, vous voyez la petite mention album. Il suffit de cliquer dessus et là, on a toutes les possibilités qui s'affichent à nous. Donc on peut afficher les albums de la carte mémoire, enfin de la mémoire interne, celle de Facebook, celle de nos contacts ou même de soi-même. Flickr, il suffira de s'enregistrer tout simplement. Le serveur média, ça correspond tout simplement au DLNA. Si vous voulez envoyer... si par exemple vous avez... Non, pardon, ça ne correspond pas au DLNA, je me suis trompé, excusez-moi. Si par exemple vous avez un PC chez vous qui est configuré comme étant serveur média, vous autorisez l'accès au One S et le One S pourra afficher le contenu qui se trouve dans votre PC. C'est pas mal du tout. On peut donc afficher les images Dropbox, Picasa et SkyDrive. Je vais de suite vous montrer comment marche Dropbox. On sélectionne Dropbox et là on a ces dossiers qui apparaissent. Par exemple là c'est mon dossier photo à moi où se trouvent quelques photos. Par exemple je vais vous montrer ça de suite. Voilà. Alors c'est très rapide, c'est limite instantané. C'est comme si, c'est vraiment, on a l'impression de naviguer dans vraiment la carte mémoire, enfin dans la mémoire de son téléphone, dans son album photo. On n'a pas l'impression d'être sur Internet, alors que pourtant oui, les données sont téléchargées depuis Internet. C'est vraiment pas mal. Alors ici on a un dossier par exemple qui m'a été partagé par quelqu'un. Il s'affiche quand même dans le dossier Dropbox. Alors voilà, là il y a 432 photos comme vous le voyez, donc ça va mettre un petit peu de temps à charger, c'est normal. Et là on clique sur une photo. Et c'est très rapide. Une fois que ça charge bien une première fois, ensuite c'est quasiment instantané. Donc voilà, j'ai la photo qui est très nette. Voilà, je peux zoomer dessus, c'est pas mal. Voilà, une photo d'une ridicule mini. Et là, voilà, on a de la vraie voiture. Une belle petite BMW X5. Voilà. Donc là, on a vraiment des possibilités énormes. On peut également mettre des vidéos sans souci. Et c'est pas mal du tout, donc. Même chose pour SkyDrive. Alors SkyDrive, qu'est-ce que c'est? SkyDrive, c'est un peu le Dropbox, donc le service de cloud de Microsoft. Malheureusement, il n'y a pas d'application SkyDrive officiellement disponible sur Android. Seulement sur Windows Phone et sur iPhone. Donc il faudra faire sans.
Enfin, jusqu'à maintenant, il fallait faire 100 sur Android, mais c'était sans compter sur HTC qui a, dans la version 4 de Sense, intégré une prise en charge de SkyDrive et c'est vraiment pas mal. Ça marche exactement comme Dropbox. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez d'afficher les albums photos que vous souhaitez. Donc c'est vraiment pas mal. Là, j'ai pas encore configuré mon compte, mais je le ferai. Alors, par contre, si vous avez un compte SkyDrive, si vous n'avez pas encore de compte SkyDrive, il suffira tout simplement d'aller sur votre adresse mail, enfin Hotmail ou live.com ou live.fr, et de sélectionner SkyDrive. Mais faites vite. Pour l'instant, c'est 25 Go offerts par Microsoft, mais d'ici quelques jours, ça va baisser à 7. Alors, si vous n'avez pas encore créé votre compte SkyDrive alors que vous avez un compte Hotmail ou live.fr, faites-le vite. Sinon, vous ne pourrez pas bénéficier de 25 Go. Donc, c'est vraiment pas mal. Si on s'y prend vite, par exemple, on aura 50 Go de stockage en ligne. 25 chez Dropbox et 25 chez SkyDrive. Donc, c'est un plus indéniable. C'est vraiment une plus-value. Ce partenariat avec Dropbox, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, surtout l'intégration qui est super bien faite. Et maintenant, je vais vous montrer comment partager ces photos sur Dropbox. Alors là, voilà. Je vais sur l'option partager. Alors, là, il me sort en fait les 4 ou 5 applications que j'utilise le plus souvent pour partager. Donc là, j'ai encore partagé pas grand chose, donc il n'a pas pris l'habitude. Mais si par exemple j'ai l'habitude d'envoyer mes photos sur Twitter, Twitter va remonter en haut de liste et j'aurai pas besoin de faire tout afficher pour afficher par exemple Twitter. Donc là, je choisis Dropbox. Là, il y a mes dossiers qui s'affichent. Voilà, je vais sur par exemple le dossier photo et là, je fais simplement charger. Et là, en fond de tâche, voilà. Donc voilà comment marche la partie photo de cette galerie multimédia chez HTC. Alors, pour les vidéos, le smartphone lit plusieurs vidéos. Par exemple, là, c'est des vidéos que j'ai prises avec mon Sensation, que j'ai juste transféré en 1080p. Et je vais vous montrer une petite fonctionnalité intéressante. Par exemple, pendant la lecture, voilà, ça c'était un match, vous avez la possibilité de faire des captures d'écran. Donc, voilà, là je vais juste faire play. Hop. Bon, je me suis manqué, c'est pas grave. Je vais prendre une vidéo un petit peu plus longue. Voilà. Là, vous avez la possibilité d'enregistrer l'image en cliquant sur ce petit bouton. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Quelque chose de bien aussi sur le lecteur multimédia de HTC, vous avez la possibilité de régler le volume et la luminosité directement depuis l'écran. Idem pour la luminosité. Voilà, on peut régler la luminosité directement depuis le lecteur avec ces deux petites icônes ici. On a également des effets audio. Voilà. Voilà, on a des effets audio HTC et pour avoir les effets audio Beats, il faudra brancher l'écouteur. Donc voilà pour les photos. Maintenant, on va vous parler un peu des vidéos en fait. Alors, comme je le disais, il lit un peu tous les formats classiques, c'est-à-dire JVX, MP4, etc., etc. Mais il lit tout, mais vraiment tout, hein, jusqu'au 1080p high profile, il n'y a pas de souci. Par contre, pour ce qui est du MKV, il faudra passer par un lecteur tiers facilement trouvable sur le market. Car d'origine, le téléphone, les codecs, les logiciels ne décodent pas le MKV. Donc il faudra passer par un lecteur tiers sur le market pour pouvoir lire les MKV. On va de suite passer à la partie photo. Alors, l'appareil photo qui a été longtemps attendu chez HTC en fait. Parce que Peter Chou donc, faisait vraiment l'apologie de l'appareil photo du HTC One. C'est-à-dire HTC One X, One S et One V. Et pour info, c'est le même appareil photo, c'est le même objectif que l'on retrouve sur le One X. Alors, est-ce que la qualité est la même, qui nous avait franchement bien épaté? Oui, c'est pareil. Alors, on a plein d'options qui sont vraiment super sympas. Le logiciel, en fait, de gestion de photos est superbe. Ici, donc, à gauche, on a les paramètres. Ici, on peut activer, désactiver le flash, automatique, flash, désactiver. Voilà, il suffira de cliquer dessus pour sélectionner. Ici, on a les différents paramètres. La résolution de l'image, etc., etc., les options de vidéo. On peut ici choisir de passer sur l'appareil photo principal ou l'appareil photo avant. Voilà, qualité vidéo, on peut la configurer pour la mettre en Full HD. Ce sera parfaitement fluide. Voilà, prise continue, c'est le mode rafale. Je vais vous montrer ça de suite. Et ici, enfin, on a les thèmes à appliquer. Par exemple, là, on a le thème automatique, HDR, panorama. Vous pouvez faire un panorama par exemple en prenant 5 photos différentes et en les collant. Tout se fait automatiquement, c'est super pratique. On a le mode portrait de groupe, paysage, tableau blanc, macro et enfin faible éclairage. Alors,
Comment prendre une photo? C'est tout simple, vous avez ce petit bouton là. Donc plus de switch, ce qui est bien, c'est plus de switch entre mode vidéo et mode photo. Tout se trouve ici sur la même interface. Donc là, hop, je prends une photo. L'autofocus se fait très vite, voilà. Une fois que l'autofocus est fait, la photo est instantanée. Voilà. Là, il a fait l'autofocus, bon voilà. Je vais vous montrer ici par exemple. Hop, capture instantanée. Voilà, c'est limite du mode rafale. Et justement, en parlant de mode rafale, comment faire un mode rafale? Il suffira de rester appuyé. Mais là, j'ai mis le mode macro, c'est pour ça qu'en fait, il met du temps à prendre la photo. Voilà. Donc pour le mode rafale, il suffit de rester appuyé. Voilà. Et là, vous pouvez prendre jusqu'à 99 photos, comme ça, en mode rafale. Une fois que c'est fait, il enregistre les photos et vous ouvre un petit menu qui va vous permettre d'afficher toutes les photos que vous avez prises. Donc là, on voit qu'il y en a 2 sur 23, donc il y a 23 photos qui ont été prises sur ce mode rafale. Et vous pouvez choisir de sélectionner la meilleure prise, et là, il vous proposera de supprimer les autres images si on veut. Donc là, je vais carrément supprimer tout ça. Voilà. Quand vous cliquez sur supprimer, vous avez toutes les photos du mode rafale qui s'affichent. Et là, vous pouvez, par exemple, tout sélectionner et tout supprimer. J'ai supprimé les 23 photos de mon mode rafale que j'ai trouvé ratées, par exemple. Alors, ici, la petite bulle bleue sert à appliquer des filtres. Comme je vous ai montré tout à l'heure dans la galerie, en fait, sauf que là, c'est en temps réel. Voilà, on a plusieurs filtres à appliquer qui sont vraiment sympas, qui vont vous permettre de donner un peu plus de vie à vos photos, donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment sympa. Et enfin, je vais vous passer, maintenant je vais passer au mode vidéo. Alors, comment lancer une vidéo? Tout simplement en cliquant sur l'icône ici. Et là, ça y est, c'est en train de filmer. Vous voyez les secondes qui défilent ici. Bon, là, avec l'éclairage, malheureusement, on ne le voit pas. Mais on voit que les secondes défilent et que l'icône clignote en rouge. Donc là, par exemple, j'avais laissé le mode sépia activé. Donc là, je vais mettre aucun effet. Voilà. Je vais recommencer à filmer. Voilà, vous voyez que ça clignote. Ça veut dire que c'est en train de filmer. Et pendant que je suis en train de filmer, hop, je prends une photo et elle s'enregistre. Hop, je prends une photo et elle s'enregistre. Voilà. Comme je vous ai montré tout à l'heure pendant la lecture, même pendant l'enregistrement, vous pouvez prendre des photos. Donc c'est pas mal du tout. Ici donc, j'ai ma vidéo. Et là, les photos, les 2 photos que j'ai précédemment, que j'ai pris juste pendant la vidéo. Et une fois de plus, pendant la lecture, je peux également à nouveau refaire un enregistrement. Donc vraiment pas mal du tout. L'appareil photo est d'excellente qualité. Le flash fait bien son boulot. Donc franchement, au niveau de l'appareil photo, HTC nous a pas menti. Mais HTC a insisté sur un autre point aussi. Il n'y avait pas que l'appareil photo sur lequel ils insistaient, il y avait également le son authentique. Alors, on va vérifier ça de suite avec l'application musique. Comment accéder à l'application musique? 2 moyens. Soit depuis ici l'icône musique, ou soit depuis le widget tout simplement. Donc si on sélectionne l'icône musique, on va arriver sur l'accueil. Ah ben non, je me suis trompé donc. Voilà. Si on sélectionne l'icône musique, on va arriver sur l'accueil de la musique, qui se présente en fait un peu comme un écran d'accueil à part entière. Pour ceux qui sont vraiment fans de musique, qui n'y arrivent pas à se passer de musique toute la journée, cet écran vous servira vraiment de base. Alors pourquoi? Parce qu'ici on a l'application SoundHound et ici TuneIn Radio Pro. Alors si on clique sur mon téléphone, on va accéder tout simplement à la bibliothèque musicale de son téléphone, qu'on peut donc choisir d'afficher selon les artistes, albums, etc. Je reviendrai dans 2 secondes. Et ici on a des raccourcis d'application qu'on peut supprimer avec un appui long, et on peut en ajouter avec le bouton menu. Par exemple là, je vais rajouter un raccourci d'application. Je ne suis pas forcément obligé d'ajouter une application qui est de type musical. Par exemple, si je suis beaucoup sur la musique, si je suis tout le temps sur l'application musique, hop, je vais rajouter l'application Gmail, et j'aurai un accès rapide à Gmail directement depuis la musique. Je veux rajouter, décidément là, je veux rajouter une autre application. Qu'est-ce que je fais? Par exemple, si je veux rajouter résultat foot, hop, c'est fait, tout simplement. Donc les applications qui sont faites pour être en raccourci auront une icône beaucoup plus jolie, comme vous voyez ici pour SoundHound et TuneIn. Mais les autres applications auront donc ce petit contour noir un peu désagréable, mais bon, c'est pas grave. Donc on peut supprimer en faisant un appui long dessus, et on accède donc à la musique de son téléphone. Et si on clique sur le widget, on va directement accéder à la page de lecture, et je vais vous montrer de suite comment ça marche. Alors, on a bien sûr les classiques boutons play, pause, précédent, suivant. C'est vraiment pas mal. Et c'est vraiment joli, c'est bien fait. On a le bouton, par exemple ici, lecture aléatoire, ici, lecture en boucle.
Sur ces trois petits points, si on appuie, on a donc cette petite pop-up qui nous affiche, qui nous permet d'aller sur le détail de l'album, d'ajouter à une playlist, de partager la musique, plutôt les données musicales, définir comme sonnerie, ou de rechercher sur internet via le titre d'album ou autre. Donc c'est plutôt sympa. Je vais de suite vous montrer comment marche le mode Beats Audio. Alors, on lance la musique. On va aller sur une chanson un peu plus conventionnelle, on va dire. Donc là, voilà, je vais sur mon téléphone, j'ai ma liste d'artistes. Je vais aller sur l'album de Lana Del Rey, sur Blue Jeans, et là voilà. Petite démonstration de jeu haut-parleur qu'on trouvait plus que médiocre sur le One X. Voilà ce que ça donne sur le One S. Voilà, un lecteur, un haut-parleur vraiment très puissant, le son est très propre, très clair. Moi je fais une petite démo parce que... Voilà. Et donc une fois qu'on branche les écouteurs, donc qui ne sont plus des Beats, si vous me suivez vous savez que ce ne sont plus des Beats. Voilà, ce sont des écouteurs HTC classiques, mais par contre ils ont l'avantage d'avoir des fils plats. Voilà, des fils plats qui permettent donc d'éviter les nœuds. Tout simplement dans la poche ou dans le sac, c'est vraiment pas mal. Les écouteurs sont de très bonne qualité, le son est très très fort, très clair. De ce côté-là, HTC ne nous a pas déçus. C'est pas mal du tout. Seul petit regret, on perd les touches précédentes, play pause. On a juste un bouton qui va servir à décrocher, raccrocher pendant un appel, ou tout simplement de faire play pause. Voilà. Là j'ai appuyé, je lance la lecture, mais il n'y a pas moyen d'aller piste précédente ou piste suivante. Donc on revient au lecteur audio. Voilà. Je sais pas si vous entendez, mais le son est très très fort dans les écouteurs. C'est limite comme si j'avais le haut-parleur externe qui marche là. Les écouteurs tremblent dans mes doigts, tellement le son est fort. Et surtout le son, malgré qu'il soit très fort et très clair, très bonne qualité. Alors comment marche Beats Audio? Tout simplement, c'est un égaliseur qu'on va pouvoir activer ou désactiver depuis la barre de notification. Voilà, là le son a changé, je sais pas si vous vous en rendez compte sur la vidéo, mais le son a changé quelque peu. Là je l'ai activé, mais je suis pas obligé de me contenter uniquement de Beats Audio. Sur le bouton menu ici, on a la possibilité de choisir son effet audio. Voilà, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 égaliseurs déjà pré-réglés. Malheureusement, pas de possibilité de régler soi-même son égaliseur. Voilà. Donc là, vous avez le choix entre 10 possibilités qui sont vraiment pas mal. Autre petit plus sympa, ici dans effet audio, casque autre, vous pouvez sélectionner votre casque Beats. Si vous branchez un casque Beats qui est dans cette liste, il sera automatiquement reconnu. Je sais pas si ça change quelque chose pour le son. Je crois pas, mais bon. Donc voilà pour le lecteur de musique, qui est vraiment pas mal. Et une autre petite fonctionnalité très sympa, vous allez voir ça de suite. Là, vous avez le petit icône SoundHound, l'application un peu de style Shazam qui permet de reconnaître la musique. Vous écoutez la radio, vous allez sur SoundHound, vous lancez l'écoute et il vous sort le titre, l'artiste, etc., etc. Et là, pendant la lecture, je clique sur obtenir les paroles. Ouais. Voilà. Je vais refaire obtenir les paroles. Là, il enregistre la musique qui est en cours de lecture, donc. Voilà, là il m'a trouvé la chanson et vous allez voir que les paroles sont là. Voilà. Donc très sympa, on a les paroles de la chanson qui s'affichent directement sans avoir à aller faire une recherche sur internet. Donc vraiment pas mal ce lecteur vidéo, pardon, ce lecteur musique. Excellent même. C'est vraiment pas mal. Alors, voilà. Je vous ai montré un peu tout ce qu'il y avait à montrer sur cet HTC One S. Donc c'est vraiment un smartphone excellent, très rapide, très performant. Qui est vraiment très véloce. Alors vous avez peut-être vu quelques petits ralentissements, donc notamment ici quand j'ouvre le menu application, ça arrive très rarement. Il y a la plupart des bugs, voilà, comme celui-là maintenant, c'est arrivé uniquement pendant ce test, je sais pas pourquoi, pas de chance peut-être, mais non, vraiment le smartphone est très véloce, très rapide. Voilà, il est magnifique, les possibilités de personnalisation sont quasi infinies, c'est vraiment pas mal, on peut vraiment le personnaliser à sa guise. Voilà, tout est fait pour que le design soit vraiment homogène, soit vraiment tout s'emboîte parfaitement, ça marche super bien, le navigateur internet est très rapide, toutes les applications sont très fluides.
Alors pour ceux qui se demandent, j'y reviens, pour ceux qui se demandent en fait où est passé le bouton menu. Par exemple sur les applications HTC, le bouton menu se trouve là, en haut à droite, donc pas de souci. Mais sur les applications par exemple comme Twitter, comment ça marche? Ça va tout simplement comme ça, voilà. Là vous voyez cette petite barre noire, c'est le bouton menu qui va nous permettre donc d'activer le menu. Donc malheureusement, il faut que les développeurs se mettent à jour et adaptent leurs applications à Ice Cream Sandwich. Car la plupart des téléphones qui vont tourner sous Android 4, comme cet HTC One S, ne disposeront plus d'un bouton menu dans l'interface, donc sous l'écran ou ici, décidément, j'ai un peu de mal à m'exprimer. Donc ils ne seront plus sous l'écran ou comme sur le Galaxy Nexus, il sera affiché, ou d'autres smartphones, il sera affiché dans l'interface, comme ça, donc. Je dis n'importe quoi, j'ai complètement foiré ma phrase, mais bon, vous m'avez compris. Donc il faut que les développeurs s'adaptent. Comment ils vont s'adapter? Tout simplement comme ça. Regardez par exemple l'application YouTube qui dispose ici d'un petit bouton menu. Mais il y a un bug que HTC a oublié de corriger. C'est tout simplement, malgré l'apparition de ce bouton ici, HTC n'a pas supprimé le sien, qui se trouve ici, en bas. Donc ça a été corrigé sur le One X et sur le One V. Un correctif qui devrait donc arriver très rapidement pour le HTC One S. Donc voilà, on a fait le tour du téléphone, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, c'est un écran d'une taille confortable qu'on peut utiliser à une seule main, qui est vraiment pas mal, alors que sur le One X, impossible, il faudra forcément mettre les deux mains. Une mémoire interne peut-être limitée pour certains, mais HTC rattrape le coup avec le stockage en ligne, 25 Go offert chez Dropbox. Et si vous vous y prenez vite, 25 Go de plus chez SkyDrive, donc c'est pas mal. Donc Sense qui est vraiment une surcouche exceptionnelle, qui sublime vraiment Android, qui au niveau de l'ergonomie, de la facilité d'utilisation, c'est vraiment le top du top. Des performances du tonnerre, je vous ai pas parlé des jeux, mais sachez que tous les jeux, n'importe quel jeu disponible sur le market, ça passera nickel. Il n'y a aucun souci, c'est super fluide, les temps de chargement sont très rapides. C'est vraiment excellent, c'est... Tout simple, personnellement, je pense que c'est le meilleur téléphone Android qui soit sorti à ce jour. Il est même meilleur que le One X à de nombreux points, notamment l'autonomie. Voilà, donc ça fait plus de 2 heures à peu près, enfin pas 2 heures, mais presque, que le téléphone est allumé et que je le tripatouille de tous les côtés pour le test. Donc, et voilà, vous voyez l'état de la batterie. On va aller voir de suite où en est la batterie. Voilà, je n'ai perdu que à peu près 10%. C'est vraiment pas mal du tout. Donc tout ça avec une utilisation non-stop pendant près de 2 heures. C'est vraiment une autonomie excellente. Le téléphone ne chauffe pas, comme je vous l'ai dit, comparé à son grand frère. Il est super fin, il est très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, moi je le trouve magnifique. Une finition exemplaire. Alors, seul petit regret, si je devais en mettre un, ce serait sur l'écran, qui est un écran de type AMOLED, Super AMOLED. Ça veut dire que les couleurs vont être criardes, saturées. Les contours des icônes pas très nets. Alors je sais pas si l'autofocus veut bien se faire. Je vais essayer de vous montrer ça dans la vidéo, je pense pas, mais voilà. Bon, ça veut pas se faire, je vais essayer de vous prendre une petite photo avec un bon autofocus. Pour vous montrer un peu que les contours des icônes, faut vraiment coller le nez à l'écran pour se rendre compte de la pixelisation. Donc je vous disais, les écrans AMOLED ont généralement des couleurs saturées, limite du dégueulasse. Là, heureusement, ce n'est pas le cas. HTC a très bien calibré son écran. Voilà, vous le voyez, les blancs ne tirent pas vraiment vers le bleu, même pas du tout, ni vers le gris. Ils sont juste un peu moins fades, un peu moins, comment dire, parfaits que sur un écran Super LCD. Et également, ce qui est vraiment bien, donc comme je vous ai dit, les couleurs ne sont pas flashy, elles n'agressent pas l'œil. HTC a très bien calibré cet écran, donc c'est vraiment un bon point. Moi qui craignais le pire pour cet écran AMOLED, finalement, il n'est pas si mauvais que ça. Il est même très bien. Juste un petit regret, c'est bien sûr la résolution. On aurait bien aimé une résolution HD sur cet écran, mais le QHD, donc c'est également pas mal du tout. Donc voilà. Autre point aussi des écrans, autre point très sympa des écrans AMOLED, voilà. Vous voyez que là, en fait, il n'y a aucune différence entre le noir de la vitre, du contour vitré, et le noir qui est affiché à l'écran. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une touche à l'écran, ça fait partie de l'écran même. Et quand c'est éteint, quand c'est noir, on voit vraiment qu'il n'y a aucune différence avec le contour vitré, c'est super sympa. Un des avantages de l'écran AMOLED aussi, c'est la faible consommation d'énergie qui permet, en plus d'un processeur exceptionnel, d'arriver à une autonomie plus que correcte. C'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, où acheter le HTC One S. Donc
Nous vous conseillons bien entendu notre partenaire Rue du Commerce pour son sérieux, sa qualité, son excellent rapport qualité-prix, et également pour les nombreuses possibilités de paiement qui vous sont offertes. Allez faire un tour sur leur page, vous verrez. Les prix jouent souvent, donc il y a beaucoup de réductions, il y a plein d'offres, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur page. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous ne serez pas déçu de cet HTC One S. Vous serez même plus que complet. Et nous ne pouvons que vous le conseiller très vivement. Donc, c'est ici que s'achève ce test. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tests sur htchub.com. Ciao ciao.